Persuasion de Jane Austen, chapitre 3. Permettez-moi de vous faire observer, Sir Walter, dit M. Shepherd un matin à Kellynch Hall en dépliant le journal, que la situation actuelle nous est très favorable. Cette paix ramènera à terre tous les riches officiers de la marine. Ils auront besoin de maisons. Est-il un meilleur moment pour choisir de bons locataires, si un riche amiral se présentait, Sir Walter? Ce serait un heureux mortel, Shepherd, répondit Sir Walter. C'est tout ce que j'ai à remarquer. En vérité, Kellynch Hall serait pour lui la plus belle de toutes les prises, n'est-ce pas, Shepherd? Monsieur Shepherd sourit, comme c'était à son devoir, à ce jeu de mots, et ajouta, comme c'était son devoir à ce jeu de mots, et ajouta. J'ose affirmer, Sir Walter, qu'en fait d'affaires, les officiers de marine sont très accommodants. J'en sais quelque chose. Ils ont des idées libérales et ce sont les meilleurs locataires qu'on puisse voir. Permettez-moi donc de suggérer que si votre intention venait à être connue, ce qui est très possible, car il est très difficile à Sir Walter de sceller à la curiosité publique ses actions et ses desseins, tandis que moi, John Shepherd, je puis cacher mes affaires, car personne ne perd son temps à m'observer. Je dis donc que je ne serais pas surpris, malgré notre prudence, si quelques rumeurs de la vérité transpiraient au dehors. Dans ce cas, des offres seront faites, et je pense que quelque riche commandant de la marine sera digne de notre attention, et permettez-moi d'ajouter que 2 heures me suffisent pour accourir ici et vous épargner la peine de répondre. Sir Walter ne répondit que par un signe de tête, mais bientôt se levant et arpentant la chambre, il dit ironiquement « Il y a peu d'officiers de marine qui ne soient surpris, j'imagine, d'habiter un tel domaine. »« Ils béniront leur bonne fortune, » dit Madame Clay. Son père l'avait amené, rien n'étant si bon pour sa santé qu'une promenade à Kellynch. Mais je pense, comme mon père, qu'un marin serait un très désirable locataire. J'en ai connu beaucoup. Ils sont si scrupuleux et si larges en affaires. Si vous leur laissez vos beaux tableaux, Sir Walter, ils seront en sûreté. Tout sera parfaitement soigné. Les jardins et les massifs seront presque aussi bien entretenus qu'actuellement. Ne craignez pas, Miss Elliot, que vos jolies fleurs soient négligées. Quant à cela, répondit froidement Sir Walter, si je me décidais à louer, j'hésiterais à accorder certains privilèges. Je ne suis pas disposé à faire des faveurs à un locataire. Sans doute le parc lui sera ouvert et il n'en trouverait pas beaucoup d'aussi vaste. Quant aux restrictions que je puis imposer sur la jouissance des réserves de chasse, c'est autre chose. L'idée d'en donner l'entrée ne me sourit guère et je recommanderais volontiers à Miss Elliot de se tenir en garde pour ses parterres. Après un court silence, M. Shepherd hasarda. Dans ce cas, il y a des usages établis qui rendent chaque chose simple et facile entre propriétaires et locataires. Vos intérêts, Sir Walter, sont en main sûre. Comptez sur moi pour qu'on n'empiète pas sur vos droits. Qu'on me permette de le dire, je suis plus jaloux des droits de Sir Walter qu'il ne l'est lui-même. Ici, Anna prit la parole. Il me semble que l'armée navale, qui a tant fait pour nous, a autant de droits que toute autre classe à une maison confortable. La vie des marins est assez rude pour cela, il faut le reconnaître. Ce que dit Miss Anna est très vrai, répondit M. Shepherd. Certainement, ajouta sa fille. Mais bientôt après, Sir Walter fit cette remarque. La profession a son utilité, mais je serais très fâché qu'un de mes amis lui appartînt. Vraiment? Répondit-on avec un regard de surprise. Oui, sous 2 rapports elle me déplaît. D'abord, c'est un moyen pour un homme de naissance d'obscur d'obtenir une distinction qui ne lui est pas due, d'arriver à des honneurs que ses ancêtres n'ont jamais rêvés. Puis elle détruit totalement la beauté et la jeunesse. Un marin vieillit plus vite qu'un autre, j'ai toujours remarqué cela. Il risque par sa laideur de devenir un objet d'horreur pour lui-même, et il court la chance de voir le fils d'un domestique de son père arriver à un grade au-dessus du sien. Voici un exemple à l'appui de ce que je dis. Au printemps dernier, j'étais en compagnie de 2 hommes. Lord Saint-Yves, dont le père a été ministre de campagne presque sans pain, je dus céder le pas à Lord Saint-Yves et à un certain amiral Baldwin, le plus laid personnage qu'on puisse imaginer. Une figure martelée couleur d'acajou, tout était ligne et ride, 3 cheveux gris d'un côté et rien qu'un soupçon de poudre. Au nom du ciel, quel est ce vieux garçon, dis-je à un ami qui se trouvait là. Mon cher, c'est l'amiral Baldwin. Quel âge lui donnez-vous? 60 ans, dis-je. 40, répondit-il, pas davantage. Figurez-vous mon étonnement, je n'oublierai pas facilement l'amiral Baldwin. Je n'ai jamais vu un exemple aussi déplorable de la vie de la mer. Et c'est la même chose pour tous, à quelques différences près. Ballottés par tous les temps, dans tous les climats, ils arrivent à n'avoir plus figure humaine. C'est fâcheux qu'ils ne meurent pas subitement avant d'arriver à l'âge de l'amiral Baldwin. Ah, vraiment, dit Sir Walter, vous êtes trop sévère, dit Madame Clay.
Ayez un peu de pitié des pauvres gens, nous ne sommes pas tous nés beaux et la mer n'embellit pas certainement. J'ai souvent remarqué que les marins vivent longtemps, ils perdent de bonnes heures l'air jeune. Mais n'en dit-il pas ainsi dans beaucoup d'autres professions? Les soldats ne sont pas mieux traités, même dans les professions plus tranquilles, il y a une fatigue d'esprit, sinon de corps, qui s'ajoute dans le visage d'un homme au travail du temps. Le légiste se consume, le médecin sort à toute heure, et par tous les temps, et même le prêtre est obligé d'entrer dans les chambres infectes et d'exposer sa santé et sa personne à des miasmes empoisonnés. En réalité, les avantages physiques n'appartiennent pas à ceux qui ne sont pas forcés d'avoir un état, n'appartiennent qu'à ceux qui ne sont pas forcés d'avoir un état, qui vivent sur leur propriété, employant le temps à leur guise, sans se tourmenter pour acquérir. À ceux-là seuls sont réservés les dons de la santé et les plus grands avantages physiques. Il semblait que M. Shepherd, dans ses efforts pour disposer Sir Walter en faveur d'un marin, eût été doué d'une seconde vue, car la première offre vint d'un amiral Croft, dont son correspondant de Londres lui avait parlé. Selon le rapport qu'il se hâta d'en faire à Kellynch, l'amiral, natif de Somersetshire et professeur d'une très belle fortune, désirait s'établir dans son pays et était venu à Taunton chercher dans les annonces s'il trouverait quelque chose à sa convenance dans le voisinage. N'en trouvant pas et entendant dire que Kellynch était peut-être à louer, il s'était présenté chez M. Shepherd pour avoir des renseignements détaillés. Il avait montré un vif désir de louer et fourni la preuve qu'il était un locataire recommandable. « Qui est-ce, l'amiral Croft » demanda Sir Walter d'un ton froid et soupçonneux. M. Shepherd répondit qu'il était noble et Anna ajouta « Il est vice-amiral, il était à Trafalgar. Depuis, il a été aux Indes et il y est resté, je crois, plusieurs années. » « Alors il est convenu, dit Sir Walter, que sa figure est aussi jaune que les parements et les collets d'habits de ma livrée. M. Shepherd se hâta de l'assurer que l'amiral avait une figure cordiale, avenante, un peu hâlée et fatiguée, il est vrai, mais qu'il avait des manières de parfait gentleman, que probablement il ne ferait aucune difficulté quant aux conditions, qu'il cherchait avant tout et immédiatement une maison confortable, qu'il paierait la convenance et n'aurait pas été surpris si Sir Walter avait demandé davantage. M. Shepherd fut éloquent et donna sur la famille de l'amiral tous les détails qui faisaient de celui-ci un locataire désirable. Il était marié, sans enfant, c'est ce qu'on pouvait désirer de mieux. Il avait vu Madame Croft, qui avait assisté à leur conversation. C'est une vraie lady, fine et qui cause bien. Elle a fait plus de questions sur la maison, les conditions, les impôts que l'amiral lui-même. Elle semble plus familière que lui avec les affaires. J'ai appris aussi qu'elle n'est pas inconnue dans cette contrée, pas plus que son mari. Elle est la sœur d'un gentilhomme qui demeurait à Montfort il y a quelques années. Quel était son nom? Pénélope? Ma chère, aidez-moi, le frère de Madame Croft. Madame Clay causait avec Miss Elliot d'une façon si animée qu'elle n'entendit pas. « Je n'ai aucune idée de ce que vous voulez dire, Shepherd, dit Sir Walter. Je ne me rappelle aucun gentilhomme demeurant à Montfort depuis le vieux gouverneur Trent. Par exemple, c'est trop fort, je crois que j'oublierai jamais. Je crois que j'oublierai bientôt mon prénom. Un nom que je connaissais si bien. Ainsi que le gentleman, je l'ai vu 100 fois, et il vint me consulter sur un délit de voisin, saisi sur le fait, un des domestiques du fermier s'introduisant dans son jardin, mur éboulé, des pommes volées. Puis malgré mon avis, une transaction eut lieu, c'est vraiment singulier. Je suppose que vous voulez parler de M. Wentworth, dit Anna. De M. Wentworth. Oh. C'est bien cela. Il eut la cure de Montfort pendant 2 ans, vous devez vous le rappeler. Wentworth? Ah oui, le ministre de Montfort. Vous m'avez dérouté avec le mot gentilhomme. Je croyais que vous parliez d'un homme possédant des propriétés. Monsieur Wentworth n'en avait aucune, je crois. C'est un nom inconnu. Il n'est pas allié au Strafford. On se demande comment les noms de notre noblesse deviennent si communs. M. Shepherd, s'apercevant que cette parenté des Croft ne leur faisait aucun bien dans l'esprit de Sir Walter, n'en parla plus et mit tout son zèle à s'étendre sur ce qui leur était favorable, leur âge, leur fortune, la haute idée qui s'était faite de Kellynch, ajoutant qu'ils ne désiraient rien tant que d'être les locataires de Sir Walter. Cela eût semblé un goût extraordinaire, vraiment, s'ils avaient pu connaître les devoirs d'un locataire de Sir Walter. L'affaire réussit cependant, quoique Sir Walter regardât d'un mauvais œil quiconque prétendait habiter sa maison, trouvant qu'on y était trop heureux de l'obtenir, même aux plus dures conditions. Il autorisa M. Shepherd à négocier la location et à prendre jour avec l'amiral pour visiter la propriété. Sir Walter ne brillait pas par le jugement. Il comprit cependant qu'on pouvait difficilement trouver un meilleur locataire.
Sa vanité était flattée du rang de l'amiral. J'ai loué ma maison à l'amiral Croft sonnerait bien mieux qu'à un monsieur Untel, qui exige toujours un mot d'explication. L'importance d'un amiral s'annonce de soi, mais il n'éclipse jamais un baronnet. Dans leurs relations réciproques, Sir Elliot aurait toujours le pas. Élisabeth désirait si fort un changement qu'elle ne dit pas un mot qui pût retarder la décision. Anna quitta la chambre pour rafraîchir ses joues brûlantes. Elle alla dans son allée favorite et se dit avec un doux soupir: dans quelques mois, peut-être, il sera ici.